pour finir notre meeting, d'abord on excuse quelques-uns qui sont obligés de partir car ils accompagnent André au théâtre du Chien qui fume pour le débat de France Bleu Vaucluse, donc on les excuse. Je passe la parole au secrétaire national du Parti communiste français, président du Parti de la gauche européenne, Pierre Dampf. Mais qui a aussi une portée nationale. Et c'était naturel pour moi, pour Eric, d'être là ce soir pour vous aider à donner l'élan du sprint final. Et je commencerai par là, souvent on finit par là. Mais évidemment, le sens de cette soirée, c'est de se dire les uns et les autres que dans les 10 jours à venir, les 15 jours à venir, nous allons vivre des jours décisifs. Parce que vous êtes engagés dans cette bataille depuis des mois déjà, mais n'oubliez pas que des millions de gens vont décider dans les jours à venir s'ils vont aller voter ou pas. Des milliers de gens ici vont le décider dans les jours à venir. Se posent encore beaucoup de questions. Ils vont décider d'aller voter ou de ne pas aller voter. Et on ne peut pas dire que le climat général, le climat politique général, l'ambiance, le climat nauséabond dans lequel on baigne avec les informations quotidiennes sur les affaires qui se succèdent aux affaires, incite les gens spontanément à se déplacer aux urnes. Donc nous avons un travail qui doit être un travail de contact quotidien dans les jours à venir. Et c'est comme ça que va se jouer ou non la victoire à Avignon. Et André tout à l'heure dans son propos disait déjà tout le travail accompli, mais il faut se dire les uns et les autres, il faut se convaincre les unes et les autres ici qu'un gros travail reste à accomplir dans les jours à venir et que c'est peut-être ce travail-là dans les 10 jours à venir en s'appuyant sur tout ce que vous avez fait déjà qui peut décider le résultat. Et ce qui est vrai ici est vrai dans beaucoup de villes de France, dans beaucoup de communes de France. Éric le disait, ils essayent de créer une ambiance médiatique permanente, comme si les résultats étaient joués. Mais ne l'oublions pas, ceux qui ont le dernier mot, ce sont les électrices et les électeurs. Nous avons le pouvoir, par notre mobilisation militante, et nous l'avons souvent montré, d'inverser beaucoup de pronostics. Et je pense qu'ici, à Avignon, c'est tout à fait possible. Vous êtes donc à l'entrée du moment du sprint final, du moment décisif, et je pense que vous avez tous envie d'aller à une belle victoire. Nous le souhaitons pour Avignon et nous le souhaitons pour nos batailles nationales. Et moi, je suis venu donner, d'une certaine manière, mes encouragements à cela. Ce n'est pas moi qui ferai la victoire à Avignon, c'est votre travail. Mais si je peux contribuer à vous donner l'envie de donner toute l'énergie qui est en vous dans ces derniers jours, eh bien, ma venue n'aura pas été inutile. Je veux dire qu'Avignon fait partie de ces villes. Il y en a beaucoup dont les médias ne parlent pas, mais où effectivement nous avons l'ambition d'arracher des villes à la droite, et ces villes, elles sont plusieurs dizaines. C'est vrai à La Ciotat, c'est vrai à l'autre bout de la France, à Calais, où moi j'ai été soutenir samedi soir Jacques Hénin et la liste qu'il faut. C'est vrai à Sète, c'est vrai au Havre, c'est vrai à Corbeil-Essonnes, en région parisienne, la ville de Dasson, que nous espérons gagner lors de ces élections. Dans chacune de ces villes où la droite peut perdre le pouvoir, eh bien c'est nous qui en menons la bataille.
la gauche tout entière à la victoire. Et Avignon n'est pas une bataille isolée. Il y a plus d'une trentaine de grandes villes en France où nous ambitionnons d'aller à cette victoire. Et évidemment, si nous parvenons à remplir l'objectif, eh bien le paysage national sera très différent. Alors moi, je souhaite évidemment cette victoire ici. Je veux saluer, et ça a été le sens de toute la journée qu'on a passée aujourd'hui, toutes les campagnes qu'on mène, que vous menez dans le département. Un département qu'on présente très souvent comme un département acquis. Et c'est vrai que ce département a vu le Front National d'abord et des forces d'extrême droite plus largement s'implanter durablement depuis des années. On présente ce département comme acquis à la droite, à l'extrême droite, comme un terrain de chasse qui leur serait réservé. Eh bien, nous n'acceptons pas ça. Nous savons qu'il y a partout des forces considérables à lever, à unir, à rassembler, qui peuvent permettre de changer cette situation. Nous en discutions cet après-midi avec Serge à propos de Bolène. Il y a dans cette ville des forces à rassembler, oui, qui peuvent permettre de battre Catherine Bompard, qui n'est pas définitivement installée dans cette ville, contrairement à ce que certains veulent nous faire croire. Cette bataille, elle est possible à condition d'avoir cette passion du rassemblement, de mener ce combat dans la clarté, comme nous le faisons avec la liste que conduit Serge. À Sorgues, nous étions aussi dans cette ville tout à l'heure. Il y a avec Vivian la possibilité de mettre notre liste en tête de la gauche, que nous avons manqué de très très peu. La dernière fois, quelques dizaines de voix, je crois 50 voix. Eh bien, nous pouvons être en tête de la gauche et donner à ce moment-là un autre visage au deuxième tour dans cette ville. Et puis, dans une ville où le combat est difficile, Fabienne et ses colistières et ses colistiers, Fabienne qui est partie aussi parce qu'elle était obligée de rejoindre un débat dans sa ville, justement, eh bien, a réussi à rassembler à nouveau des forces et à mettre dans le mouvement des forces dans cette ville où le rapport de force est si difficile. Et tout à l'heure, quand nous sommes passés à Orange, j'ai entendu des témoignages parmi les colistiers de Fabienne extrêmement réjouissants. Cette femme qui me disait, et qui a dit devant nous, qui a remercié Fabienne pour la campagne qui est menée, qui est engagée dans la liste, et qui disait, moi qui est une syndicaliste du commerce, et qui racontait la difficulté de ce combat dans l'entreprise où elle se trouve, et qui disait, moi il y a 18 ans, j'étais jeune, et quand la ville a été perdue, avec mes enfants, on s'est mis, moi j'ai pensé qu'il fallait que je protège mes enfants. Et puis je me suis mis à l'abri, c'est vrai. Et aujourd'hui, cette campagne dans laquelle j'ai décidé de m'engager, elle me fait retrouver la ville d'Orange, elle me fait redécouvrir des forces qui existent dans cette ville et qui peuvent se lever contre le règne de Bompard. Et à côté d'elle, il y avait un autre colistier qui, lui, vient maintenant de s'engager et qui ne l'avait jamais fait jusque-là. Un jeune né dans les quartiers d'Orange qui a maintenant, qui est ingénieur, qui est quelqu'un qui a une situation installée, qui a à la force du poignet, qui s'est formé, qui a trouvé un métier, qui a fondé une famille et qui se dit, eh bien moi aussi j'ai décidé maintenant de franchir le pas. Eh bien cette liste, comme les listes que vous avez conduites partout, elles sont en train de réunir, de rassembler, de redonner du courage à des forces qui sont très nombreuses. Et il n'y a aucune fatalité à la situation actuelle dans le département, et vous êtes en train de le démontrer. En vérité, vos listes du Front Gauche, les 4 listes dont nous parlons ce soir, sont des listes qui peuvent devenir le moteur pour reconstruire une gauche à l'offensive dans ce département, une gauche qui n'ait pas peur de ses valeurs, une gauche qui ici fera triompher les valeurs de gauche, et une gauche qui nous aidera à reconstruire la gauche dont le pays a absolument besoin pour sortir de la crise actuelle. Nous sommes tous engagés dans une bataille extrêmement importante. Nous ne sommes pas dans un moment ordinaire. Nous ne sommes pas dans des élections municipales comme d'habitude, tous les 6 ans. Nous sommes dans un moment très particulier. Et nous avons dans ce moment un triple défi à relever. Il faut relever le défi de l'extrême droite. Et vous êtes ici bien placés pour le savoir. Cette extrême droite toujours plus arrogante et qui essaye de surfer sur les dégâts de la crise. Et nous avons à relever le défi de la droite qui cherche de plus en plus des passerelles avec cette extrême droite et qui s'est radicalisée
pendant la période du pouvoir sarkozyste, et qui, depuis la défaite de la droite en 2012, cherche en revanche, cherche à mobiliser dans la rue, à occuper la rue, et se lance dans des campagnes de plus en plus rétrogrades. Et puis nous avons à relever le défi à gauche, parce que le gouvernement a démissionné, parce qu'il a renoncé, parce qu'il a plié devant la finance que François Hollande avait dit qu'il combattrait, et que dès le premier jour, dès les premiers mois, dès qu'il a signé le pacte budgétaire européen, il a en fait décidé de ne pas mener ce combat. Et on voit bien les conséquences en chaîne de ce choix qui s'aggrave de jour en jour. Alors oui, l'extrême droite, nous voulons la combattre. Parce que l'extrême droite, ce n'est pas, comme certains nous le disent régulièrement, la voix des ouvriers, la voix du peuple. L'extrême droite, c'est la division permanente des travailleurs, c'est l'opposition entre eux. Quand je suis allé à Calais, juste à côté de Calais, il y a l'un des plus grands chantiers de France actuellement, le chantier pour construire un grand terminal méthanier à côté de Dunkerque. Il y a 1300 salariés sur ce chantier. Sur ces 1300 salariés, 600 salariés sont ce qu'on appelle des travailleurs détachés, c'est-à-dire des travailleurs qui vivent et qui travaillent dans des conditions esclavagistes, qui sont amenés de tous les coins de l'Europe par les employeurs qui travaillent sur ce chantier, qui les font rentrer, qui les font loger dans des auberges de jeunesse ou dans des gîtes, à l'égard de toute la population. Ils n'ont aucun domicile fixe, ils sont promis à retourner chez eux dès que le chantier sera terminé. Ils sont amenés en car tous les jours à l'intérieur du chantier. Ils repartent en car tous les soirs. Les délégués syndicaux n'ont pas le droit de rentrer sur le chantier, qui est une zone de non-droit. Et tout ça se fait aux yeux et au vu de tous. Eh bien, le combat que mène Marine Le Pen, qui est installée là-bas, elle va à la porte du chantier. Mais est-ce que vous croyez qu'elle va à la porte du chantier pour dénoncer les employeurs qui sont les responsables de cette situation? Non, elle va à la porte du chantier pour dire aux travailleurs du Nord, vous êtes au chômage et il y a ici des Roumains qui prennent votre travail, ou des Portugais, alors que ces gens-là sont payés 500 ou 600 euros parce que soi-disant on les paye au SMIC, mais ensuite les patrons retirent de leur salaire le loyer, le transport, etc., et ils les payent entre 5 et 600 euros. Et ce phénomène des travailleurs détachés existe dans notre région. Dans le domaine agricole, il est de plus en plus courant. L'autre jour, je parlais avec des responsables agricoles au salon. Il existe une société espagnole qui fait travailler par centaines des travailleurs équatoriens dans tout le sud de la France et qui les paye effectivement quelques centaines d'euros. Eh bien, le Front National, c'est un parti qui dénonce ces travailleurs au lieu de dénoncer les exploiteurs, qui aide en permanence le patronat à détourner le regard de leurs responsabilités et qui passe son temps à diviser les travailleurs et à les affaiblir face au combat qui nécessiterait au contraire leur unité permanente en France, leur unité permanente en Europe et leur unité permanente au-delà, dans toute la Méditerranée, par exemple. Le Front National et l'extrême droite, c'est ceux qui installent au cœur de l'État des mœurs politiques qui éclaboussent toute la vie démocratique française en ce moment. Parce que quand on met un homme comme Patrick Buisson, dont tout le monde sait qu'il est un homme de l'extrême droite française, quand on met un homme comme ça, quand Sarkozy a pris la responsabilité de mettre un homme comme Patrick Buisson au cœur du dispositif de l'État, puisqu'il a été pendant 5 ans un de ses principaux conseillers, eh bien effectivement, on prend le risque de dégrader et de salir toute la vie publique et toute la vie politique, parce que l'extrême droite est une extrême droite en France, anti-républicaine, et toute l'histoire le montre, et ces gens-là se moquent de la démocratie et sont prêts à utiliser de toutes les méthodes pour avilir la démocratie, et nous ne voulons pas ça. L'extrême droite, c'est celle qui maintenant s'attaque aussi aux droits des femmes, et nous l'avons vu. Et nous sentions, je me rappelle, un incident violent dans les débats au moment du mariage pour tous.
un incident violent que j'avais eu dans les débats au Sénat avec Jean-Pierre Raffarin. Et parce que dans mon intervention contre les interventions de la droite, contre le mariage pour tous, je lui disais, vous employez de plus en plus la droite des arguments sexistes. Et vous verrez qu'après cette bataille, vous vous attaquerez aux droits des femmes. Et il avait réagi très violemment en disant, vous ne pouvez pas m'accuser de ça, etc. C'est un scandale. Et on s'était accroché dans l'hémicycle. Eh bien, la vérité, c'est que ça y est, nous y sommes. Parce que l'offensive lancée par la droite espagnole, c'est-à-dire par les alliés de la droite française, par Mariano Rajoy et les autres, contre le droit à l'avortement en Espagne, c'est un exemple qu'ils veulent développer dans toute l'Europe. Et nous savons aujourd'hui, nous le savons au plan social, mais c'est la même chose pour les droits des femmes. Aujourd'hui, dans l'Europe telle qu'elle est, quand 1, 2, 3 pays commencent à attaquer un droit, alors on voit cette tentative se développer dans tous les pays européens. Et nous ne pouvons pas laisser faire ce qui se passe en ce moment contre les droits des femmes en Espagne. Nous l'avons dit le 8 mars. Et il faudra mener cette bataille. Et nous savons que l'extrême droite est à la pointe de ce combat-là contre le droit des femmes. Alors, il n'est pas question pour nous de baisser la garde un seul instant contre l'extrême droite, pas plus ici dans le Vaucluse que partout ailleurs en France. Et le combat que nous le menons contre la droite tout entière, qui a d'ailleurs beaucoup emprunté au thème d'extrême droite toutes ces dernières années sous l'impulsion de Nicolas Sarkozy, mais qui est aussi la droite, le porte-voix le plus zélé du MEDEF. Ce MEDEF qui essaie de donner le là en permanence de la politique gouvernementale. Il y a eu, il y a 2 jours, dans le Figaro, une interview incroyable de Gattaz, alors qu'il vient d'obtenir du gouvernement le pacte de responsabilité, qui est le pacte du MEDEF, qu'il vient d'obtenir un relevé de conclusion dont a parlé Eric dans la soi-disant négociation avec des organisations syndicales, auxquelles malheureusement 3 organisations syndicales ont apporté leur signature. Un relevé de conclusion indigne, qui est en vérité un blanc-seing donné au patronat pour recevoir les cadeaux fiscaux que prévoit le pacte de responsabilité. Eh bien, dans cette interview, Pierre Gattaz dit la chose suivante. Il dit, mais il y a un problème maintenant, c'est que nous avons obtenu ça du président de la République, de François Hollande, il s'est engagé, il a envoyé un signal en direction de l'entreprise, quel hommage au passage. Mais le problème, c'est que nous avons un gouvernement qui traîne encore les pieds. Et Gattaz, il va de ses conseils sur le futur remaniement ministériel et dit maintenant, il nous faut un gouvernement de combat. Il nous faut un gouvernement de combat pour aller au bout du pacte de responsabilité. Eh bien, cette droite, ce MEDEF aussi arrogant, nous avons à le combattre. Et ici, dans la ville, vous avez des dirigeants de la droite qui ont géré cette ville, ou ceux qui veulent la gérer demain, qui sont les représentants zélés de ce MEDEF et de ces forces-là. Évidemment, moi je vais dans beaucoup de villes en ce moment pour les élections municipales. Il n'y a pas beaucoup de dirigeants de droite locaux, pas plus qu'il y a beaucoup de dirigeants socialistes qui se revendiquent de la politique gouvernementale d'ailleurs, mais j'en dirai un mot après. Mais il n'y a pas beaucoup de dirigeants de droite locaux qui arborent le programme que vient d'adopter l'UMP au mois de janvier. Il y a eu des états généraux de l'UMP sous l'impulsion de Copé qui ont adopté le nouveau programme de l'UMP. Il faut aller le chercher quelque part sur le site de l'UMP dans un coin parce qu'il n'est même pas en une de la page d'accueil du site de l'UMP ce programme. Et il n'y a pas beaucoup de candidats de droite qui revendiquent ce programme-là. Mais il faut aller le regarder. Parce que quand nous hurlons à juste titre, et j'en dirai un mot après, contre le programme du gouvernement qui veut réduire de 50 milliards d'euros les dépenses publiques, eh bien le programme adopté par l'UMP, par tous ces dirigeants de droite qui gèrent cette ville, comme beaucoup d'autres en France, qui vient d'être adopté au mois de janvier, c'est 130 milliards d'euros de réduction des dépenses publiques. Autrement dit, c'est la mort pure et simple, pas la réduction, la mort pure et simple des services publics et de la sécurité sociale. Voilà la réalité du programme de la droite. Et d'ailleurs, leur programme est tellement antisocial
tellement imbuvable que Jean-François Copé avait dit lui-même il y a quelque temps que s'il revenait au pouvoir, il gouvernerait immédiatement et pendant 6 mois par ordonnance, parce que ce programme est effectivement inadoptable par le pays. Eh bien, cette droite-là, il faut la combattre de toutes nos forces. Et même si nous savons que nous devons mettre en échec les orientations actuelles de la politique gouvernementale, ça ne peut pas être une seule seconde pour nous pour laisser la droite, ni la place, ni à la droite, ni à l'extrême droite. Nous avons donc une responsabilité dans ces élections municipales, c'est de continuer à faire reculer leur position à eux aussi, de les faire reculer pour ne pas les laisser occuper la place, parce que sinon, nous serons plus en difficulté encore quand on sait que leurs alliés s'appellent, j'en parlais, Mariano Rajoy en Espagne, Merkel en Allemagne, qui a derrière elle maintenant toute la grande coalition qui ont décidé de rejoindre les sociodémocrates allemands, et beaucoup d'autres en Europe. Donc nous avons ce combat et ce défi à relever, ne pas laisser la droite et l'extrême droite dans cette situation occuper le terrain du désespoir, malheureusement nourri par la politique gouvernementale, et j'y viens. Parce que le troisième défi que nous avons à relever, effectivement, c'est que le gouvernement a tourné le dos à ceux qui l'ont élu. Le gouvernement a tourné le dos à la politique de gauche qui était attendue par le pays, par la majorité de ceux qui ont voté pour lui. Et je ne parle pas seulement de ceux qui avaient voté Front de Gauche en 2012, je parle de tous les électeurs de cette majorité, y compris ceux qui ont voté François Hollande au premier tour, et qui nous le disent tous quand nous discutons avec eux. Nous n'avons pas voté pour ça. Évidemment, nous avions moins d'illusions sur François Hollande que beaucoup d'entre eux, mais la réalité est celle-là. Il n'a pas de majorité, François Hollande, sur la politique qu'il mène aujourd'hui. L'écrasante majorité des gens qui ont voté pour le changement en 2012 ne se reconnaissent pas dans la politique gouvernementale. Et pour cause, parce que cette politique gouvernementale, elle nous mène effectivement dans le mur. À qui est-ce qu'on peut faire croire qu'en rajoutant 30 milliards d'euros d'exonération de cotisations sociales, on va sortir de la crise et on va enfin inverser, comme ils le disent, la courbe du chômage. Mais depuis 20 ans, la totalité des montants cumulés d'exonération de cotisations sociales, c'est 397 milliards d'euros, l'équivalent du budget de la France. Ça fait 20 ans qu'on mène ce genre de politique. Et 397 milliards d'euros d'exonération de cotisations cumulées, de cotisations sociales cumulées sur 20 ans, ça donne quoi? Ça donne un chômage record, un chômage qui s'installe, ça donne la précarité galopante. Pour une raison toute simple, que tous les chiffres montrent, que tous les chiffres officiels montrent, c'est que l'argent qui est déversé vers les entreprises finit non pas dans l'investissement, non pas dans les salaires, non pas dans la création d'emplois, mais finit dans les dividendes, finit dans la finance. Et c'est pour ça que s'il a dit une chose intelligente dans la campagne, mais évidemment il ne le respecte pas, François Hollande, c'est qu'il fallait combattre la finance et que toute la politique de gauche, si elle avait voulu être une politique de gauche réelle, eh bien devait s'attaquer au pouvoir de la finance, devait faire reculer ce pouvoir, devait faire reculer la finance. Et ce problème n'est pas un problème d'hier, les chiffres viennent d'être publiés, les entreprises du CAC 40 viennent de verser l'année dernière 39 milliards d'euros de dividendes. On nous demande de faire encore 30 milliards d'exonération de cotisations pour les patrons au détriment de la politique familiale. Et personne ne sait comment va être financé demain les allocations familiales si on dégage totalement le financement des entreprises. Personne ne répond à cette question. Et pendant ce temps-là, 39 milliards d'euros de dividendes pour les actionnaires du CAC 40, en augmentation de 6% sur l'an dernier et de plus de 20%, de 11%, excusez-moi, plus de 11% sur l'année d'avant. Voilà la réalité. La part de l'argent, des richesses créées par le travail, par votre travail, qui va à la finance, qui va aux dividendes, qui va aux actionnaires, elle continue de grandir,
elle grandit d'année en année. Et c'est ça la cause de la crise. Et voilà pourquoi nous, depuis des mois, nous disons le problème de ce pays, ce n'est pas vrai, ce n'est pas le coût du travail. Le problème de ce pays, c'est le coût du capital. Et c'est à cette question qu'il faut s'attaquer si on veut sortir. En vérité, la seule contrepartie qui existe pour le moment au pacte de responsabilité, la seule et unique contrepartie, c'est les 50 milliards d'économies de dépenses publiques que promet François Hollande en application des orientations européennes. Pour le moment, la seule manière, quand on leur dit comment vous allez payer le trou que vous créez avec les 30 milliards, ils nous disent on va économiser 50 milliards de dépenses publiques. Et 50 milliards d'euros de dépenses publiques, évidemment c'est des chiffres difficiles à imaginer, mais personne ne fera croire qu'on fait 50 milliards d'euros de dépenses publiques en économisant 3 fonctionnaires par-ci par-là, où on a les gens le millefeuille, comme ils disent. La vérité, c'est que pour atteindre un tel niveau d'économie de dépenses publiques, il faut sabrer comme des brutes dans les services publics. Il faut sabrer comme des brutes dans le montant des prestations sociales. Il faut faire ce qu'ils viennent d'annoncer hier, que les pensions de retraite complémentaires vont être bloquées, qu'il n'y aura aucune augmentation de revalorisation, de mise à niveau des retraites complémentaires, ni l'année prochaine, ni l'année d'après, et peut-être même pas la 3e année. Autrement dit que le pouvoir d'achat de millions de retraités qui sont déjà en grande partie au bord de la difficulté, voire dans la pauvreté, va encore se dégrader. Voilà ce que ça veut dire 50 milliards d'euros d'économie de dépenses publiques. Et il faut éclairer sur ces réalités dont beaucoup de nos concitoyens n'ont pas encore pris la mesure. Ce qu'annonce le gouvernement est une folie. Dans la situation économique dans laquelle nous nous trouvons, essayer d'avancer dans cette voie, c'est précipiter le pays dans une crise plus grave encore. Et voilà pourquoi nous refusons cette politique au nom de l'intérêt national, au nom de l'intérêt général. Et voilà pourquoi, effectivement, en ce qui nous concerne, nous gardons le cap vers une politique de gauche. Alors, nous n'avons en fait qu'une seule feuille de route, une seule, à travers toutes les batailles que nous allons mener, toutes les batailles sociales, politiques, électorales. Il faut unir ce pays, unir la France contre ces politiques d'austérité, contre ces politiques d'austérité en France et en Europe, pour retrouver le chemin du développement social, pour enfin construire leur redressement productif, parce qu'ils ont donné ça comme nom à un ministère, mais qui fait tout sauf ça. Montebourg, il amuse la galerie, il va partout en France, il fait le même coup partout. Moi, je vous promets, dans des entreprises, et c'est d'ailleurs particulièrement scandaleux, parce qu'il arrive, il fait croire au salarié qui va s'occuper du dossier, il leur dit on va travailler, il faut que vous trouviez des repreneurs, et on vous aidera. Et puis il revient 3 mois plus tard et il dit je suis désolé, il n'y a pas de repreneur, donc on ne pourra pas vous aider. Et il fait ça dans toutes les entreprises dans lesquelles il va. Et pendant ce temps-là, l'emploi industriel file, la valeur ajoutée avec. Eh bien, nous ne pouvons pas accepter ces politiques. Et il faut unir pour d'autres choix. Et cette bataille, oui, nous avons choisi de la mener en toute occasion. Nous avons pris au sérieux les élections municipales. Parce qu'il y a dans ce pays un atout considérable. Il y a, c'est l'histoire, un tissu de communes très denses. On nous dit parfois qu'elles sont trop petites. Mais en vérité, tout ça, c'est un tissu démocratique extraordinaire. Rendez-vous compte qu'aux élections municipales, avec 36 000 communes et le nombre de conseillers municipaux, il y a un Français sur 50 qui est candidat à l'élection municipale, qui est candidat dans une commune de France à une élection municipale. C'est un tissu démocratique incroyable. Et c'est pour ça qu'ils n'arrêtent pas de nous parler du millefeuille, parce que ça les gêne en matière de dépenses publiques, et ça les gêne en matière démocratique. Il faut mettre à bas ça. Eh bien, nous disons qu'au contraire, il faut faire de chaque commune de France un lieu de résistance aux politiques d'austérité. Il faut faire de chaque commune de France un lieu où on va protéger les politiques publiques, qui n'existent pas, ces politiques publiques, que dans les communes que nous dirigeons, mais qui s'est progressivement diffusée dans toutes les communes.
parce qu'il y a une aspiration à ces services publics et à ces politiques publiques. Quand je suis arrivé aujourd'hui, j'ai commencé par un débat à la radio. Eh bien, le thème du débat, c'était les transports publics, la gratuité des transports publics. C'est un débat qui devient national. Est-ce que nous investissons massivement, comme vous avez le débat ici, sur le tramway, dans les transports publics? Parce que tout le monde sent que c'est nécessaire. Mais il faut être clair, ce débat grandit dans le pays à l'inverse de toutes les injonctions d'austérité qui nous sont données. Parce qu'on ne fera pas 50 milliards d'économies de dépenses publiques d'un côté, et de l'autre, on ne nous fera pas croire qu'en faisant ça, on arrivera à répondre à tous les besoins de transport public urbain qui existent un peu partout en France. Il faudra choisir entre les deux. Donc on voit bien que ce qui est en train de monter à travers ce que demandent les populations dans les communes, c'est plus de services publics, c'est plus de logement social, comme le disait André tout à l'heure, c'est de la lutte contre la spéculation foncière, c'est de la préservation des espaces agricoles et même le retour à des espaces agricoles dans les zones périurbaines pour pouvoir faire des circuits courts. C'est des politiques publiques plus intelligentes, mieux coordonnées, plus coopératives. Eh bien, ce tissu communal, il est un endroit extraordinaire pour mener la politique de résistance à l'austérité que nous voulons mener. Et effectivement, nous revendiquons, nous, qu'un des enjeux des élections municipales, c'est de donner au pays le réseau le plus dense possible d'élus qui seront mobilisés contre les politiques d'austérité. Et c'est vrai pour des communes que nous allons diriger, c'est vrai pour des communes où nous serons dans des majorités municipales sans les diriger, et c'est vrai pour des communes où nous serons des élus d'opposition, mais des élus d'opposition qui seront utiles à rassembler des gens, à unir pour des batailles, à être des points d'appui pour des salariés ou des comités de quartier ou des associations qui auront besoin de trouver des élus à leur côté dans les combats qu'elles mènent. Eh bien, cette bataille contre l'austérité, nous pouvons effectivement l'enraciner dans les batailles municipales. Et c'est pour ça que nous avons abordé ces élections avec l'ambition qui a été la nôtre. Avec, c'est vrai, parfois des stratégies différentes d'une ville à l'autre pour trouver le meilleur chemin possible, pour être le plus efficace possible, mais à chaque fois avec cette unique feuille de route. Et moi, je dis que les batailles que nous menons sont des batailles qui vont compter considérablement dans ces élections municipales, et vous en faites la démonstration, et moi je le vis partout où je vais. Le travail que nous menons, c'est un travail de rassemblement. Nous sommes en train de retrouver dans cette bataille municipale des gens qui ne savent plus où ils en sont à gauche, qui viennent avec nous, des socialistes qui viennent avec nous parce qu'ils ne se reconnaissent plus dans la politique gouvernementale, des militants associatifs, des gens qui trouvent le chemin de l'action. Et nous sommes en train d'accumuler des forces considérables dans cette bataille municipale. Évidemment, ça ne se voit peut-être pas encore assez au plan national, parce que chaque bataille est menée dans la commune. Mais quand nous additionnons l'effort que nous sommes en train de déployer, il est considérable. Nous avons des candidats présents sur des listes dans plus de 7500 communes de plus de 1000 habitants dans le pays en ce moment. Et nous en avons aussi des candidats dans des villes de moins de 1000 habitants. Mais dans des villes de plus de 1000 habitants, dans plus de 7500 communes du pays, il y a des communistes, des candidats du Front de Gauche qui mènent ce travail-là. Et c'est une étape indispensable de notre bataille. Et je crois que si, ici, vous remportez une très belle victoire à Avignon, ce que je crois possible, si à Sorgue, vous faites de même, que vous mettez la bouche en tête, si vous marquez des points forts à Bolène, si vous le faites, même si c'est dans des rapports plus difficiles, à Orange, avec la liste conduite par Fabienne, eh bien après vous disposerez de forces que vous serez capable de mettre en réseau dans le département et qui vous donneront de la force pour tout le combat départemental et qui nous en donneront dans la région et qui nous en donneront nationalement additionnés à toutes les batailles que nous menons. Voilà l'enjeu de ces élections municipales. Et nous allons ensuite continuer. Nous allons continuer parce qu'effectivement, il faut mener la bataille contre le pacte de responsabilité. Il y a une journée d'action des syndicats le 18 mars. Nous la soutenons à fond parce que nous avons besoin de ces mobilisations syndicales. Et nous allons donner des prolongements politiques. Et c'est pour ça qu'à l'initiative du Front de Gauche, nous travaillons à une marche nationale pour le 12 avril. Une marche nationale contre l'austérité où nous cherchons non pas à faire seulement une marche du Front de Gauche, mais une marche qui permette à toutes les forces syndicales, associatives, citoyennes, politiques, qui veulent se fédérer dans ce combat contre l'austérité,
de retrouver le chemin de leur unité. Il faut redonner confiance à tout un tas de gens qui cherchent comment sortir de cette situation. Il faut en être conscient. Il y a en ce moment, je l'ai dit, la grande majorité des gens qui ont voté pour le changement ne se reconnaissent pas dans cette politique. Ils cherchent comment agir. Ils ne trouvent pas le chemin de cette action pour beaucoup d'entre eux. Ils ont un sentiment d'impuissance. Ils ne savent pas manifester contre un gouvernement qu'ils ont élu parce qu'ils ont peur d'encourager la droite et l'extrême droite. Eh bien, nous devons les convaincre au contraire et ils serviront la gauche en manifestant contre la politique d'austérité de ce gouvernement. Il faut convaincre, il faut unir, il faut rassembler. Et cette étape du 12 avril sera à nouveau une étape très importante. Et puis ensuite, nous mènerons la campagne des élections européennes avec des listes du Front de Gauche dans tout le pays. Et ça sera aussi une bataille très importante que nous mènerons à l'échelle du pays et à l'échelle de l'Europe avec la candidature d'Alexis Tsipras, le leader de la gauche grecque. Donc nous sommes en train de construire tout cela. Et moi je le dis partout où je vais en ce moment, j'ai la conviction que l'année 2014 ne sera pas l'année 2013. L'année 2013 a été une année difficile parce que les gens ont pris en pleine figure la politique gouvernementale que pour beaucoup d'entre eux ils n'avaient pas vu venir avec cette brutalité et ce renoncement. Eh bien aujourd'hui, ils sont des millions à se dire qu'est-ce qu'on fait dans cette situation. Eh bien moi je dis c'est à nous de leur envoyer un signal d'encouragement. C'est à nous de leur dire les batailles sont possibles. C'est à nous de leur dire vous êtes plus nombreux à penser ce que vous pensez que le contraire. Et vous devez trouver le moyen de vous rassembler dans les élections municipales avec ce que nous faisons, le 12 avril avec la marche que nous faisons et dans les élections européennes. Et si nous faisons cela partout, eh bien l'avenir des batailles qui s'engagent n'est pas joué parce que ce pays reste avec des millions de gens qui ont le cœur ancré à gauche. Ce n'est pas vrai que ce pays est en train de passer avec armes et bagages dans la vague bleu marine ou dans le désespoir généralisé. Il y a beaucoup de gens qui cherchent, beaucoup de gens qui résistent, beaucoup de gens qui restent attachés à leurs valeurs. C'est à nous de les encourager, c'est à nous de porter le drapeau du rassemblement, je le dis si souvent. C'est à nous d'avoir la main tendue à tous ceux qui peuvent trouver la voie de ce rassemblement, même quand ils ne l'ont pas encore trouvé. Parce que si nous ne le faisons pas, qui le fera dans cette situation? Qui le fera? Personne. Voilà ce que je voulais vous dire, c'est que la bataille que vous menez à Avignon, qui est une bataille si importante pour vous, une bataille que vous pouvez gagner, parce que cette ville, elle peut être une ville dont toute la France parlera le 30 mars au soir, parce que la gauche l'aura gagné, parce que cette victoire aura été possible grâce au Front de Gauche et à la bataille que vous menez derrière André Castelli. Eh bien, si vous menez cette bataille-là, si vous la gagnez à Avignon, c'est une bataille qui résonnera aux côtés de beaucoup d'autres menées dans tout le pays. Et nous retrouverons progressivement les forces d'inverser la situation actuelle. Le gouvernement a démissionné et il a tourné le dos à la gauche, mais nous, ce drapeau-là, nous allons le relever et le pays en a